Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de février. Qui dit février dit Saint-Valentin, mois du cœur. Et à ce sujet, on a eu envie de parler aujourd'hui de la santé cardiovasculaire. Et pour l'occasion, j'ai le bonheur d'être accompagnée pour une seconde fois de Dino Alikas, qui, en plus d'être un naturopathe agréé, détient un certificat en biologie médicale de l'Université du Québec à Trois-Rivières et président de l'Association des naturopathes agréés du Québec, que l'on connaît aussi sous le nom de l'ANAC, et vice-président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, en plus d'être rédacteur en chef du magazine Vitalité Québec. Bonjour Dino. Bonjour Virginie. Merci pour la présentation, là. Je ne pensais pas qu'on énumérait, on énumérerait tout ça, mais merci. Merci de prendre le temps, surtout d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer, je tiens également à préciser que s'il y a des questions qui vous viennent au cours du webinaire, sachez qu'il y aura une période allouée à celle-ci dans les 15 dernières minutes. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part là, via la petite note web qui apparaît au bas de votre écran. Alors, pour commencer, Dino, allons-y avec une statistique qui est tout de même révélatrice, comme quoi les maladies cardiovasculaires font partie des principales causes de mortalité à travers le monde. C'est quand même peu banal. En fait, c'est la cause numéro un de mortalité à travers le monde. Au Canada, c'est la deuxième. Je pense que l'ensemble des cancers surpasse encore la maladie cardiovasculaire, mais la plupart des pays industrialisés, c'est la cause numéro un. Donc, au total, c'est vraiment la cause numéro un. Aux États-Unis, on parle d'à peu près 800 000 décès annuellement, puis on est autour de 80 000 ici au Canada. Bon, c'est des statistiques qui peuvent même dater un peu, là, mais clairement, il faut en tenir compte. C'est pas banal, Mm. effectivement. Puis, ce qui est un peu tricky avec les maladies cardiovasculaires, c'est qu'elles sont sans symptômes. Exact. En fait, la plupart du temps, évidemment, on peut avoir quelques petits symptômes s'il y a des arythmies, s'il y a de l'insuffisance cardiaque, tu sais, on va avoir des gens qui vont avoir des symptômes, mais de façon générale, et dans la très grande majorité des cas, le premier symptôme, c'est souvent l'infarctus du myocarde ou un ACV, par exemple. Donc, c'est assez dramatique et catastrophique. Souvent, les gens se font diagnostiquer ou dépister presque bon, par surprise, dans le sens où ils vont passer un examen médical et finalement, un médecin va constater qu'ils ont des artères bloquées et qu'ils sont vraiment à très haut risque d'avoir un problème cardiovasculaire imminent. Effectivement, c'est ça, on sent plus ou moins les impacts ou les symptômes de la maladie cardiovasculaire. C'est sournois, c'est le problème aussi qu'on Mm. rencontre là, parfois auprès des gens qui se sentent très bien. On va voir des gens, des sportifs même, des fois, qui vont faire une activité physique puis qui vont tomber au combat. Bon, évidemment, c'est une maladie qui se bâtit, il faut la prévenir, on va en parler aujourd'hui, mais c'est surprenant, effectivement, et c'est même un peu épeurant là, si on le pense de cette façon-là. La pertinence d'en parler aujourd'hui, c'est que malgré ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose qui est 100% héréditaire. On est tous exposés aux maladies cardiovasculaires. Tout à fait. Euh, il y a certaines conditions génétiques. On pense par exemple aux gens qui souffrent d'hypercholestérolémie familiale, qui est un problème génétique qu'on voit quand même pas mal dans certaines régions du Québec, notamment au lac Saint-Jean, Saguenay. Mais de façon générale, on n'a pas de prédisposition génétique si élevée que ça. Souvent, je dis aux gens qui me consultent, euh, l'historique familial est à considérer, c'est-à-dire si votre père, votre grand-père, votre grand-mère, il y a des gens dans votre famille qui sont morts d'une maladie cardiovasculaire, d'un infarctus ou autre, il faut réfléchir à ça puis en tenir compte. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus les habitudes de vie de nos ancêtres, de nos proches, de notre famille qui ont été transmis de génération en génération et qui amène jusqu'à un certain point les problèmes qu'on rencontre. Donc, effectivement, il y a peu de génétique, il faut quand même le considérer. Il y a quelques facteurs qu'on peut mesurer, mais de façon générale, c'est vraiment une maladie à évolution qui dépend
en très grande partie, là, je dirais 90-95% de nos habitudes de vie. Donc, c'est la beauté de ces maladies non transmissibles-là qu'on voit parmi les principales causes de mortalité, c'est qu'on peut agir, on peut faire Mhm. quelque chose, il y a des moyens de prévention et même après un événement cardiovasculaire, on peut faire de la prévention pour éviter que ça revienne finalement. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'il faut savoir que ce n'est pas une fatalité, les maladies cardiovasculaires. J'entends souvent des gens qui disent tout le monde dans ma famille est mort de ça, je vais mourir de ça. Ce n'est pas vraiment le cas là, dans la très grande majorité des cas. Puis, quels sont les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires? Parce que c'est assez impressionnant de penser qu'un Canadien sur trois liste un facteur de risque. Effectivement, il y avait une statistique qui montrait ça il y a déjà quelques années là, dans des présentations que j'ai faites. Moi, la maladie cardiovasculaire, c'est je dirais, un des sujets qui me passionne le plus pour plusieurs raisons. En fait, la naturopathie, c'est ce que je pratique. C'est des généralistes des saines habitudes de vie. Donc, notre rôle, en fait, c'est d'évaluer les habitudes de vie et d'aider les gens en les guidant vers de meilleures habitudes de vie. Et on sait que la grande majorité aujourd'hui des causes de mortalité sont causées par des maladies des habitudes de vie. C'est plus rare là, que les gens vont mourir d'infections ou de choses sans fatalité. Donc, ça m'intéresse de savoir quels sont les facteurs de risque et Mhm. ça fait plusieurs années que je parle de maladies cardiovasculaires, puis j'essaie d'éduquer les gens et les gens qui me consultent à en prendre soin. Et effectivement, les statistiques montraient qu'il y avait peu de gens qui étaient capables de nommer plus qu'un facteur de risque, qui est assez particulier parce que on va en parler évidemment tout de suite, puis on se rend compte que ça fait du sens, mais c'est comme si les gens n'avaient pas toujours réfléchi à la question. Donc, évidemment, parmi les facteurs de risque, on peut parler de l'alimentation un peu parce que dans notre société, on sait qu'il y a un déséquilibre, ce qu'on appelle la SAD, là, la Standard American Diet, la diète triste. Je pense que c'est Jean-Yves Dionne qui a sorti ce terme-là, SAD, la diète SAD. Euh, Clairement, avec la transformation des aliments, l'ajout de sucre, de gras trans dans notre alimentation, on a fait exploser les maladies cardiovasculaires depuis les années 50. On n'avait pas beaucoup de cardiologues au début du siècle dernier. C'était pas quelque chose qu'on voyait beaucoup. Les gens vont dire, ouais, mais c'est parce que l'espérance de vie était plus basse, les gens ne se rendaient pas là, mais malgré le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui se rendaient à un âge assez avancé, il n'y avait pas beaucoup ces infarctus du myocarde ou des ACV fulgurants comme on voit aujourd'hui. Ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'industrialisation alimentaire. Donc, on a vraiment des signes Mhm. historiques qui montrent l'explosion des maladies cardiovasculaires ou du moins des événements cardiovasculaires athérosclérotiques, là, comme ça qu'on les appelle, à partir de ces années-là. Et c'est le président Eisenhower, à l'époque, dans les années 40, qui a fait un infarctus puis qui a emmené beaucoup, beaucoup de chercheurs à s'intéresser à cette situation-là et à définir qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas-là. Et on avait vraiment commencé le changement de l'industrialisation alimentaire. Puis ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'on a créé des guides, puis il y a toutes sortes de chercheurs qui sont arrivés, qui ont été financés par plein d'entreprises. Puis en fait, ça a empiré jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que notre alimentation n'a pas cessé de se dégrader pendant les 50 dernières années et on voit la courbe des maladies cardiovasculaires qui a explosé partout dans le monde, là, sans exception. Donc ça, clairement, l'alimentation euh, en aliments transformés, puis de plus en plus pauvres en nutriments essentiels. Je pense aux oméga 3, à la vitamine D, par exemple, etc. Le magnésium particulièrement, puis on va en parler un peu plus tard, a fait Ouais. une grosse différence. L'autre chose qui est majeure, c'est le surplus de poids et le diabète. On se rend compte que euh, la, la- la-
le fait que la population a augmenté sa masse corporelle, c'est-à-dire l'IMC général des gens a vraiment augmenté, encore une fois, dans les 30, 40, 50 dernières années, a contribué largement à la problématique des maladies cardiovasculaires. À partir du moment où vous avez un tour de taille abdominale de plus de 40 pouces, là, mais on pourrait jaser, là, en centimètres, c'est variable, mais c'est vraiment le gras abdominal qui a l'impact le plus important. Vous avez 100% de risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire dans votre vie. Fait que, tu sais, c'est quand même pas négligeable. Donc, clairement, ça fait partie. La sédentarité. Hein, le cœur, c'est un muscle. C'est un muscle Mhm. qu'on doit exercer comme tous les autres muscles de notre organisme. Et cette sédentarité-là qui a fait que les gens bougent de moins en moins a un impact majeur sur la capacité du cœur à pomper son sang, puis à la capacité de nos vaisseaux sanguins aussi d'accepter. Hein. Le système cardiovasculaire, ce n'est pas juste le cœur, c'est l'ensemble des vaisseaux sanguins. Hein. C'est notre système circulatoire qui amène nos nutriments à toutes nos cellules qu'on digère et qui sont transportés. Puis l'oxygène, qui est un cofacteur quand on respire, de l'utilisation de ces nutriments-là pour produire de l'énergie. Mais quand cette circulation-là n'est pas activée de temps en temps par l'exercice, ben malheureusement, ça s'encrasse. Je ne veux pas utiliser de mots qui ne sont pas scientifiques, mais disons que les gens On voit comprendront que l'image, oui. ça fait partie vraiment des facteurs de risque. On sous-estime beaucoup le sommeil. On va peut-être en parler un petit peu plus loin. Le tabagisme est encore assez important. On est à 12-13 de fumeurs à peu près au Québec. On est beaucoup plus bas qu'on pouvait l'être il y a 30-40 ans, mais ça reste encore un problème, particulièrement dans certains pays d'Europe et autres endroits. C'est clair que prendre beaucoup d'alcool et fumer, c'est quelque chose qu'il faut, si on veut prévenir la mort par la maladie cardiovasculaire, et on sait que c'est 30% des décès à travers le monde, je veux dire, c'est clairement une des premières choses qu'on devrait considérer d'arrêter. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre un verre de vin de temps en temps, là. Je suis coupable de ce péché-là, mais il n'y a pas de quantité d'alcool au niveau de la science au moment où on se parle qui montre un avantage pour la Mhm. santé. Donc, dans tous les cas, la consommation d'alcool peut euh, être défavorable, à la limite neutre si on en consomme vraiment pas beaucoup et de façon occasionnelle. Après, ben, il y a l'hypertension artérielle. Le diabète de type 2, c'est vraiment là, des facteurs de risque majeurs qu'on a dans la maladie cardiovasculaire. Fait que ce qui se passe actuellement, c'est que la médication, les gens vont médicaliser la population, ou plutôt le système de santé, les médecins vont médicaliser la population pour contrôler ces affaires-là, le diabète, l'hypertension, le taux de cholestérol, etc. Et parfois, on leur dit, ben écoute, tout est beau, tes paramètres sont excellents, il n'y a pas de risque. Ben, en fait, c'est complètement faux, c'est-à-dire que on peut ralentir peut-être l'événement cardiovasculaire tragique avec certains médicaments. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas du tout en donner, mais Mhm. si on n'améliore pas le tour de taille, l'alimentation, le On ne sommeil et règle les pas le facteurs de risque, problème. on va avoir une dégradation. Et ce n'est pas rare là, de voir quelqu'un à 65 ans faire un ACV ou un infarctus massif, puis ça fait déjà 10 ans qui prend des médicaments pour son cholestérol, pour son hypertension, etc., etc. Donc, on n'est C'est pas juste à comme un l'abri. pansement qu'on met sur le bobo finalement, mais on ne règle pas. On Ouais, je règle comprends. jamais ou presque le problème, tu sais. Fait que ça, Mhm. c'est des choses quand même à considérer, puis sont vraiment très importantes. De ne pas penser que parce qu'on a des médicaments, qu'on est à l'abri d'un Que événement tout est beau, on n'a cardiovasculaire. rien à faire, tu sais. C'est ça, Mhm. exactement. C'est souvent, malheureusement, la pensée magique. Mhm. On est très fort là-dessus au Québec. Moi, je vois beaucoup de clientèle qui veulent un produit miracle, qui veulent un médicament, un supplément miracle. Tu sais, c'est la pensée de Ah, je prends ça, c'est réglé. Je dis pas qu'il n'y a pas Correct, oui. moyen d'améliorer, tu sais, l'évolution, puis de ralentir l'évolution, puis de prévenir avec des suppléments notamment, puis on va en parler. Je Mhm. pense que c'est intéressant de les connaître. Mais il ne faut pas penser qu'une pilule ou deux pilules va empêcher en fait l'évolution complètement et nous protéger jusqu'à la fin de nos jours. Je comprends. Puis sinon, dans les facteurs de risque,
que l'on connaît un peu moins. Est-ce que tu en as quelques-uns à nous nommer? Ben oui, en fait, il y a plusieurs choses en fait qu'on mesure moyen quand on mesure la santé cardiovasculaire. Euh, Puis je ne veux pas rentrer dans des détails qui vont perdre les gens qui sont à l'écoute, mais c'est important quand même de le connaître, puis peut-être même de poser des questions à son médecin pour voir parmi ces facteurs-là, y a-t-il des choses qu'on pourrait mesurer pour me montrer à moi quel est mon niveau de risque. Je pense à des trucs comme ce qu'on appelle les ApoB. ApoB, c'est une protéine qu'il y a sur nos transporteurs de cholestérol. Je vais en parler du cholestérol un peu plus là, si on a la chance de le faire aujourd'hui, mais de façon générale, il y a moyen de mesurer le type de nos transporteurs en calculant la quantité de protéines qu'on a sur ce transporteur-là. Autrement dit, dans notre corps, le cholestérol, c'est un lipide. Puis il ne circule pas très bien tout seul dans le sang parce que vous savez que les huiles puis le sang, c'est plutôt de l'eau, là, ça ne se mélange pas très, très bien. Donc, on a trouvé, ben, l'évolution a fait en sorte on emballe nos lipides, notre cholestérol, nos triglycérides, nos acides gras libres, etc., dans des espèces de petites capsules de protéines, si on veut. On appelle ça des lipoprotéines. Tout le monde a entendu parler des LDL puis du HDL. Bon, ben, c'est les grandes densités ou les petites densités, peu importe. Les LDL, c'est les transporteurs de notre cholestérol dans notre sang. Puis chaque molécule de LDL a une protéine à sa surface qu'on appelle l'ApoB. Bon, ben ces ApoB-là, personne ne mesure ça ou à peu près. Là, maintenant, on commence à le voir. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça détermine la quantité de transporteurs. Puis souvent, je donne une analogie. Quand vous transportez dans une rue un cargo, si vous transportez, je ne sais pas moi, 1 tonne de quelque chose dans un gros camion ou 2 gros camions, les chances qu'il y ait un accident sont assez rares. Si je transporte la même quantité de ça, puis là je parle du cholestérol bien sûr, dans 1000 petits scooters avec un petit 1 gallon, mettons, sur le siège en arrière, les chances d'avoir un accident avec le scooter, avec 1000 scooters au lieu de 2 gros camions, sont pas mal importantes. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que quand on mesure la B, on sait combien de particules on a qui transportent le cholestérol, parce qu'il y en a juste un ApoB pour chaque LDL. Donc, quand on a des gros LDL qui ont beaucoup de cholestérol, on va avoir moins d'ApoB et donc moins de risque d'accident. C'est comme 2 gros camions au lieu de 1000 Mhm. petits scooters. Donc, quand les ApoB sont élevés, ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de petits LDL qui transportent et ça pose un risque. Donc, le cholestérol présente un risque dans les maladies cardiovasculaires, mais c'est surtout la façon qui est transporté ces Je comprends. transporteurs. Fait que ça, c'en est un. Mhm. Bon, après, on a d'autres petits LP, là, le LPA, qui est un peu génétique, que certains médecins commencent à mesurer, qui nous donne quand même un certain facteur de risque. L'homocystéine, on n'en parle presque jamais, mais ça nous prend de la vitamine B, du magnésium. Il y a des cofacteurs qui vont aider à ce que l'homocystéine ne soit pas trop élevée. Quand c'est élevé, donc, il y a des petits facteurs de risque. L'insuline élevée à jeun, hein, on a parlé tantôt de diabète comme facteur de risque, mais on peut prévenir le diabète et le syndrome métabolique lorsqu'on mesure l'insuline à jeun. Lorsqu'on fait la moyenne de votre sucre dans le sang sur 3 mois, ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, le HbA1c, en tout cas, je ne veux pas. Mais ça, c'est des choses qu'on commence de plus en plus à mesurer. Puis ça mesure des facteurs de risque, bien sûr, du diabète, mais le diabète étant un des facteurs de risque principaux des maladies cardiovasculaires. La protéine C réactive, c'est une protéine, ça, qui mesure le taux d'inflammation dans votre corps et on peut mesurer ça. Il y a même le score calcique maintenant qu'on voit. La quantité de plaques de calcium formées dans nos artères peut déterminer votre risque. Donc, c'est des facteurs de risque non traditionnels, mais qui peuvent être mesurés. Puis de plus en plus de médecins et de cardiologues Penche. vont commencer à regarder ça un peu plus pour Mhm. déterminer votre risque. Mais tout ça étant dit, comment dirais-je,
c'est particulier d'entendre ce discours-là de déterminer le risque d'avoir un infarctus à 10 ans, mettons. Tu sais, autrement dit, les gens vont dire, ben, t'as, mettons, je sais pas moi, 10% de chance de faire un infarctus dans les prochains 10 ans, donc tout est beau, tu peux continuer comme ça va. Ou 20% de chance. En bas de 20%, on ne fera pas trop de changements, tu sais. C'est pareil comme de dire à quelqu'un, écoutez, vous fumez, on sait très bien que c'est causal de plusieurs types de cancers et même de la maladie cardiovasculaire, mais comme votre facteur de risque n'est pas très élevé en ce moment, Mhm. vous pouvez continuer à fumer, puis on verra dans 10 ans si votre facteur de risque augmente, on vous dira d'arrêter. Ben, c'est un peu la même chose avec certains des facteurs comme le diabète, l'obésité, cholestérol, etc. Tu sais, l'hypertension. On dit, ah, on va contrôler. Ah, il n'est pas tout à fait assez haut. Donc, votre facteur de risque est juste de 10%. Mais tu sais, ça reste un facteur de risque. Donc, la prévention, Exactement. là, c'est vraiment là qu'il faut aller. Dans la maladie cardiovasculaire, il y a des solutions de traitement potentiel, même avec des suppléments, mais c'est vraiment la prévention qui Mm. change tout chez les Surtout parce que gens. c'est une maladie générative évolutive. On n'a pas le choix d'y aller en prévention d'emblée, on n'a pas le choix. Puis j'aimerais aussi t'entendre sur le syndrome métabolique. Ben, en fait, exact. Puis ça fait partie, si on veut, des facteurs de risque moins traditionnels. C'est de lier jusqu'à un certain point le diabète ou le syndrome métabolique aux maladies cardiovasculaires. Mais on sait très bien que quand on a trop de sucre dans le sang, le premier tissu qui est affecté par ça, c'est les vaisseaux sanguins. C'est surtout les petits vaisseaux là, dans les régions éloignées. Donc, on peut penser au cerveau, on peut penser dans les extrémités. Les gens vont avoir des manifestations. Donc, dans le diabète, on voit beaucoup de problématiques circulatoires, des gens qui ont de la cécité, qui voient moins bien au niveau des yeux, etc. Donc, on peut voir qu'il y a un lien majeur entre le taux de sucre sanguin et les maladies cardiovasculaires. Fait que le syndrome métabolique, on l'appelait le syndrome de la résistance à l'insuline, on l'a appelé le syndrome X au début. C'est un ensemble de facteurs qui, si on en a trois de ces cinq facteurs-là, ben on est prédiabétique et clairement, on augmente nos risques de maladies cardiovasculaires. Fait que juste pour les nommer rapidement, la pression artérielle, c'est un des facteurs. On en a parlé comme facteur de risque des maladies cardiovasculaires. En soi, tout seul, ce n'est pas une bonne idée. Mais si vous avez pression artérielle élevée, vos triglycérides élevés, ça, c'est un lipide dans le sang qui est élevé. Votre bon cholestérol qui est bas, donc triglycérides élevés, bon cholestérol bas. On ne parle même pas de mauvais cholestérol ici, là. Juste pas assez de bon, trop de triglycérides. Un tour de taille élevé, donc à peu près 35 pouces, 87 cm pour les femmes, puis 100 cm, 40 pouces chez les hommes. Donc, à partir du moment où vous avez dépassé ça, puis je vous dirais, on pourrait réduire ça parce que aussitôt qu'on a un petit peu de surplus de gras autour de la taille, là, c'est le pire endroit. Et finalement, votre glycémie à jeun le matin, là, si vous êtes en haut de 6, à peu près de 6,1 à jeun le matin. Donc, si vous avez trois de ces cinq affaires-là que j'ai nommées, vous souffrez d'un syndrome métabolique qu'on appelle un syndrome de résistance à l'insuline. C'est un prédiabète et vos risques de maladies cardiovasculaires explosent, là. Je veux dire, c'est vraiment très important. Et ce qui est important de mentionner, c'est que dans les cinq choses que j'ai dit, il y a au moins 93% de la population en Amérique du Nord qui en a un qui n'est pas correct. C'est majeur. Ça veut dire qu'il y a juste 6, 7, 8% de la population qui sont en bonne santé métabolique. Mm. Ils ne sont pas rendus au syndrome métabolique, mais ils ont déjà quand même un problème métabolique qui va mener inévitablement avec le temps à un syndrome, puis même à des maladies cardiaques. Fait que c'est vraiment très important d'essayer de prévenir avec ces choses-là. Si on est capable de rentrer ce que je viens de nommer dans les normes, ben on a beaucoup moins de chances de développer la problématique à long terme. Puis, le moyen préventif le plus efficace, c'est les habitudes de vie. Puis, dans les habitudes de vie, tu les classes selon quatre piliers différents, à commencer par la diète, l'alimentation. Tu parles d'alimentation, en fait, méditerranéenne. Peux-tu nous en dire un tout petit peu plus, nous guider davantage?
Bien sûr. En fait, les quatre piliers, c'est l'alimentation, le sommeil, l'exercice, bien sûr, et la gestion du stress. Puis, ils ne Mhm. sont pas nécessairement dans cet ordre-là. Ça dépend toujours du problème de santé. Évidemment, l'alimentation, c'est une des premières choses qu'on veut discuter parce que, bon, c'est pas nécessairement le plus facile à changer, là, on s'entendra là-dessus, parmi les quatre que je viens de nommer, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de l'alimentation. Actuellement, je viens de vous parler du syndrome métabolique ou du syndrome de résistance à l'insuline ou du prédiabète. Quand je parle diabète, je pense que tout le monde dans leur tête, vous allumez tout de suite sur glucides, hein, sucre, surtout les sucres ajoutés, raffinés qu'on a dans notre alimentation. Donc, ça, c'est, je dirais, une des premières choses à surveiller, c'est-à-dire la quantité de glucides totale que vous consommez dans une journée qui va entraîner cette résistance à l'insuline et cette cascade-là pro-inflammatoire. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer d'éliminer les aliments qui sont difficiles pour notre corps à gérer et surtout en termes de quantité. Autrement dit, les glucides ne sont pas tous mauvais pour la santé dans le sens où on peut en consommer, mais la journée où vous en consommez trop, la Mhm. fréquence est augmentée, on ne respecte pas les saisonnalités, puis on est vraiment des grands consommateurs de glucides, ben, on va se retrouver avec les maladies que j'ai exprimées, ou en tout cas, disons, parmi les effets du syndrome métabolique, et on va aggraver notre circulation. Donc, Mhm. les glucides raffinés et les mauvais gras, mettons, seraient les principales. Les mauvais Ouais. gras, je pense surtout aux gras trans, plus qu'aux gras saturés. Dans le sens où on a toujours mangé des gras saturés, aussitôt qu'on parle d'alimentation d'origine animale, que ce soit des œufs, de la viande, etc. Et moi, je suis du camp qui pense que c'est bon pour la santé, en autant qu'on ne mette pas plein de sucre avec, et donc qu'on fasse Mhm. des combinaisons gagnantes. Les gras qui me dérangent le plus, ce sont les gras trans, les gras transformés. Le trans ne veut pas dire transformé, mais vous pouvez le retenir de cette façon-là. C'est toutes les huiles végétales qu'on raffine, hein. Quand vous avez une bouteille d'huile dans votre armoire là, qui est transparente, puis avec une belle petite huile, une couleur jaune, puis qui est bonne pendant 10 ans, là, c'est sûr qu'on n'a pas un produit alimentaire de très bonne qualité, là. Donc, il faut essayer de prendre des huiles de première pression en froid et de travailler avec des gras de bonne qualité. Ça, c'est vraiment très important. Et l'ajout des glucides dans notre alimentation, aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Je dis souvent aux gens, le seul aliment ou un des seuls aliments qui contient beaucoup de gras et beaucoup de sucre ensemble, c'est le lait maternel. Et ça, on en a besoin au début de notre vie parce que c'est la croissance. Mais après ça, là, tous les produits qui contiennent beaucoup de gras et beaucoup de sucre, ce sont presque toujours des produits transformés. La pomme Mhm. de terre en soi, ça contient beaucoup de glucides, mais ça ne contient pas beaucoup de gras. Mais quand je fais des chips avec des pommes de terre, là, je Ouais. viens de changer complètement Mhm. la composition de l'aliment. J'amène à mon cerveau un bonheur total, hein, parce qu'on est fait pour manger comme ça aide à notre croissance, mais aujourd'hui, c'est clairement pas une bonne idée. Fait que ça, c'est vraiment très, très important et faire attention à cette alimentation-là, puis amener des aliments beaucoup plus complets, Mhm. autant végétal que d'origine animale, mais de bonne qualité. Faire attention aux combinaisons qu'on fait va amener un bénéfice notable. Le cholestérol alimentaire, souvent les gens disent, ah, il y a beaucoup de cholestérol dans les œufs, à l'affaire. On sait aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que le cholestérol alimentaire est pratiquement pas absorbé, il n'y a pas d'impact sur les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment la transformation alimentaire qu'il faut faire. Puis dans l'alimentation, il y a des choses qu'il faut rechercher. Je vais en parler d'un supplément un petit peu plus loin, mais les oméga 3 ou les bons gras de type oméga 3 sont vraiment très importants. Le magnésium, quand on est capable d'en avoir, les aliments fermentés ou qui ont des probiotiques de qualité vont aider. Certaines fibres alimentaires peuvent aussi avoir un rôle intéressant dans la réduction du taux de cholestérol. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas un fervent défenseur il faut absolument baisser le cholestérol. Je vous ai dit tantôt, puis j'ai commencé à l'expliquer, le cholestérol, c'est essentiel à la vie, mais
le transporteur du cholestérol peut être un problème. Puis ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire qu'il faut contrôler cette partie-là dans notre corps, mais ce n'est pas en prenant des aliments faibles en cholestérol. Ça a plus ou moins de rôle à jouer sur notre santé cardiovasculaire. Euh, les vitamines, bien sûr, donc des aliments riches en vitamines, particulièrement les vitamines liposolubles. A, E, D, K, c'est des vitamines qui vont avoir un rôle important au niveau de nos membranes cellulaires, puis ils vont aider en combinaison avec les bons gras comme les oméga 3 à avoir un métabolisme normal et va aider dans plein de fonctions à avoir une circulation sanguine optimale, puis des cellules qui fonctionnent bien. La vitamine D3, je pourrais en parler longtemps, mais ça fait partie des vitamines les plus importantes dans les maladies cardiovasculaires parce que la vitamine D3 puis la vitamine K, K2 particulièrement, vont réguler comment on utilise notre calcium. Puis quand on parle de plaques hein, sur nos vaisseaux sanguins, le calcium est impliqué là-dedans. Il y a des dépôts calciques. Si on veut que le calcium soit utilisé au bon endroit dans nos os, par exemple, pour avoir une bonne masse osseuse, ben, on a besoin de réguler notre vitamine D puis notre vitamine K. Ben, ça, il y a des aliments qui en contiennent, ou Mhm. bien il faut, bon, s'exposer au soleil ou etc. dans le cas de la vitamine D. Fait que, Puis, au niveau de l'alimentation, pourquoi celle de type méditerranéenne est vraiment conseillée, ou du moins si on souhaite s'en inspirer, pourquoi celle-là? c'est une excellente question. Une des raisons principales, là, je vais vous le dire, c'est que l'alimentation méditerranéenne contient beaucoup de couleurs en général. Et la couleur, c'est ce qu'on appelle des antioxydants. Principalement, donc tous les phytopigments qui donnent la couleur aux aliments. Bien sûr, dans le Méditerranée, on a aussi beaucoup de poissons, de fruits de mer, donc les oméga Oméga 3. 3, exactement. Et souvent, le climat va favoriser la production de vitamine D. Donc, on a Je comprends. un ensemble de facteurs. Mais les antioxydants, on sait que dans la maladie cardiovasculaire, qui dépend beaucoup de vos vaisseaux sanguins. Hein. Les vaisseaux sanguins, c'est une monocouche de cellules qu'on appelle l'endothélium vasculaire. Et cette monocouche de cellules-là est extrêmement métabolique. C'est elle qui régule la pression, qui fait plein d'actions. Elle envoie toutes sortes de signaux. Et on s'est rendu compte que quand cette monocouche-là s'oxyde, elle devient moins efficace au niveau métabolique, ben, elle cause éventuellement la formation de la plaque, il va avoir de la difficulté à détendre le vaisseau, donc un peu d'augmentation de la pression artérielle. Et ce qu'on s'est rendu compte pour faire du pouce sur les antioxydants, c'est que la grande majorité des antioxydants, la vitamine C, certaines formes de vitamine E, toutes les polyphénols, les couleurs qu'on retrouve dans notre alimentation de couleurs, vont avoir un impact sur la prévention de l'oxydation de l'endothélium, donc maximiser la capacité de nos vaisseaux sanguins à être performants et à diminuer cette hypertension qui est un des facteurs importants dans la maladie cardiovasculaire. Donc, une alimentation riche en nutriments antioxydants va vraiment être très utile à la prévention pour bien Donc, on répondre à ta retient question. vraiment là, une alimentation colorée, riche en bons gras, en fibres, C'est puis ça. des aliments entiers, tout simplement. Donc, Oui, vraiment en fait, revenir à la base. faut juste pas se casser la tête. À Exact. partir du moment où c'est un aliment qui pousse, qui court, qui vole, tu sais, qui est entier et qui n'a pas été transformé. Ouais, Je dis toujours c'est dans les gagnant. épiceries, longez les murs, vous avez des frigos, vous avez des aliments frais de qualité. Il n'y a rien de néfaste là-dedans. C'est juste une question de dosage, d'équilibre et souvent de combinaisons qui vont faire la différence. À Oui. partir du moment où vous avez des aliments un peu plus en sac, en boîte, ben, inévitablement, il va y avoir un peu de transformation. Donc, dans ce temps-là, il faut vraiment regarder nos ingrédients, La s'assurer liste. d'avoir des produits bio de qualité parce que, effectivement, c'est pas plus compliqué que ça, en fait, là, tu sais.
Quel autre pilier est-ce qu'on s'attaque? Veux-tu Ben, parler l'exercice. d'exercice? Ouais. Oui. L'exercice, pour moi, ça fait partie, j'en ai parlé tantôt, des piliers importants pour les raisons suivantes. C'est-à-dire que le cœur, je l'ai dit, c'est un muscle, puis il a besoin d'être exercé. Puis à partir du moment où on bouge, puis que notre pression est variable, c'est comme si on donne la capacité de s'ajuster à notre organisme qui est plus facile. Donc, l'exercice physique, c'est bien démontré, offre des bénéfices incroyables à presque toutes les maladies chroniques, les pires dans notre société, qui amènent à être malade et à mourir éventuellement. Dans l'exercice, ce que je pourrais dire rapidement, c'est qu'il faut vraiment avoir une belle variabilité. Autrement dit, il faut avoir des exercices cardiovasculaires, mais pas nécessairement si intenses. Donc, euh, juste de bouger à ce qu'on appelle la zone 2, là, où on est capable, tu sais, on est essoufflé, mais on est On capable ressent. d'avoir une Mhm. conversation avec quelqu'un. Ben, si vous faites ça, l'équivalent de 30 minutes, 5 jours, 6 jours par semaine, vous allez avoir vraiment un effet incroyable sur votre cœur et ça, c'est excellent. Mhm. L'autre exercice, c'est l'exercice plus intense et musculaire. Donc, à partir du moment où on travaille notre musculature, mais là, on peut en faire 15-20 minutes, 2-3 fois par semaine. Là, c'est moins important d'en faire autant, mais c'est important d'en faire quand même. C'est la combinaison de ces deux types d'exercices-là qui va maximiser votre performance cardiovasculaire. Puis je finirai en disant une bonne marche. Aller s'oxygéner, Ouais. sortir dehors le matin pendant quelques minutes avec le chien ou en couple pour aller marcher ou même tout seul, s'oxygéner et prendre une marche, 30, 45 minutes, va avoir des bénéfices majeurs parce que, puis essayer de respirer par le nez. La respiration par le nez va améliorer beaucoup la production de certaines substances dans notre corps qui vont permettre d'avoir un effet sur l'hypertension notamment. C'est que ça, c'est vraiment très important. Donc, grosso modo, augmenter vos La activités, essayez fréquence. de faire des Mhm. choses que vous aimez, mais combiner le relax, le très intense, puis le zone 2 où là, on fait travailler notre corps puis notre respiration un peu plus. C'est vraiment très important. Mais toujours s'assurer d'une constance. Puis, Oui, inévitablement, quand on bouge plus, on dort mieux, oui. habituellement, et ça m'amène à te parler de sommeil. Sommeil. Ben, en fait, l'exercice, ça améliore tous les facteurs en général, Ouais. mais effectivement, le sommeil est clairement important. Il y a des études qui ont montré dans les dernières années, euh, et ça, c'est vraiment particulier, c'est que si vous manquez de sommeil moins de 7 heures par nuit, l'augmentation des risques cardiovasculaires est vraiment très important parce que quand vous dormez, vous êtes plus, il y a deux systèmes nerveux, sympathique, parasympathique, et le sommeil permet de recharger un petit peu ces batteries et de calmer l'impact du cortisol, du stress, du je fuis, je combats. C'est important, ça, d'en avoir, mais au bon moment. Si on ne dort pas assez, ça veut dire que les autres, la période où on ne dort pas, on est toujours en train de mettre un certain stress sur notre système vasculaire. Et il y a des études qui ont montré sur à peu près 1 milliard de personnes parce que ils ont observé quand on recule puis qu'on avance l'heure. Et quand on recule l'heure, on dort 1 heure de plus de façon générale à travers la population et on a observé qu'en reculant l'heure, donc en dormant ou en ayant, mettons, une période de sommeil plus élevée, on a une diminution d'à peu près 20 à 25 des infarctus du myocarde et des ACV le lendemain. Donc, on s'entend, là, c'est une observation comme étude, mais très courte, là. On parle là, d'une heure de sommeil de différence. Dans les 2, 3 jours qui suivent, on voit une grosse différence. Et à l'inverse, lorsqu'on avance l'heure et qu'on perd 1 heure de sommeil, on a la même augmentation. Autrement dit, on n'a pas une diminution des infarctus, Ouais. mais on a une augmentation des infarctus d'à peu près 22-23 pour cent. Donc, on a un impact du sommeil majeur dans les maladies cardiovasculaires et c'est super important d'en tenir compte. Il y a des gens, souvent, hein, l'obésité, ils ont des problèmes d'apnée du sommeil. Tu sais, tout est Ouais, lié, là, on s'entend, exactement, tout à fait. c'est très important. Puis ce qui se passe aussi ici, je fais une petite parenthèse rapide, c'est que, étant donné qu'on ne bouge pas beaucoup et qu'on est sédentaire,
notre corps doit dépenser son énergie. Et on a vu dans des études que le chasseur-cueilleur africain, il existe encore des tribus comme les Hadza qui marchent 20-25 km par jour. Ils brûlent le même 2500 calories pour le même poids, mettons 150 livres là-bas puis 150 livres ici, qu'un sédentaire nord-américain. Ils ne brûlent pas nécessairement plus que 2500 calories. Ils consomment à peu près la même chose, les deux, mais il y en a un qui ne bouge pas puis l'autre bouge beaucoup. Pourquoi? Ben, c'est notre cerveau contrôle notre dépense énergétique, hein, c'est l'hypothalamus. Puis si je ne bouge pas, il va le dépenser ailleurs. Et c'est mon système immunitaire qui va être trop excité. C'est mon sommeil qui va être affecté, dans le sens où malheureusement, je vais avoir besoin de dépenser d'énergie, donc je vais moins facilement dormir. Et Mhm. tu l'as dit tantôt, quand on bouge plus dans la journée, on dort mieux, ben c'est vraiment ça. Mhm. Tout est lié, on ne peut pas faire d'exception. Puis quand je viens de dire que le sommeil a un impact sur les maladies cardiovasculaires, ben faites 1 + 1, puis vous allez voir Ouais. tout de suite la grosse différence. Puis, quand tu parlais du sommeil, tu faisais aussi une corrélation avec le stress. La gestion du stress est aussi hyper importante. La gestion du stress et des émotions, c'est la même affaire. Quand on est stressé, on dort moins bien. La production de cortisol fait que notre système sympathique de défense est toujours au maximum. Évidemment, on met de la pression sur notre système cardiovasculaire. Puis on s'est rendu compte que parmi ces affaires-là, c'est la gestion du stress, mais c'est aussi la gestion de nos relations. On s'est rendu compte que les gens qui ont beaucoup de relationnel avec les gens qui ont de l'empathie, qui sont avec des gens qu'ils aiment et qui partagent, qui échangent, vont avoir une meilleure longévité et moins de maladies cardiovasculaires. Donc, il y a un impact quand même relativement important dans les connexions humaines et pour la gestion du stress, mais aussi pour les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a beaucoup de neurotransmetteurs quand nos émotions sont assez stables qui vont aider justement à cette circulation sanguine-là optimale, à éviter l'hypertension. Et donc, la gestion du stress et des émotions, si on répète, l'alimentation, l'exercice et le sommeil, ce sont nos Mhm. 4 piliers, puis il Les faut quatre aller là. piliers. Ouais, ouais, Puis, on déborde un petit peu, on va ouais. empiéter légèrement sur la période de questions, mais c'est hyper important de parler des produits de santé naturelle qui Oui. peuvent nous aider, notamment en prévention, qui agissent un peu comme une police d'assurance. Il y en a 5 que tu avais ciblés. Tu en as parlé un peu dans l'alimentation, mais est-ce que tu peux Mhm. nous les rappeler rapidement? Bien sûr, bien sûr. En fait, on veut toujours être plus préventif que curatif. Donc, il y a des produits santé naturelle qui peuvent aider lorsqu'il y a déjà eu un événement pour éviter qu'il y en ait un autre. Mais ce que tu parles présentement, c'est vraiment la prévention. Je dirais le numéro un, c'est les oméga 3. Il y a parmi les produits naturels, il y a des études cliniques qui se font en double aveugle contrôlé, etc. Mais de loin, la molécule naturelle, ou en tout cas le produit naturel qui a le plus d'études, ce sont les oméga 3. Quand on regarde la littérature des 25-30 dernières années, même un peu plus, mais surtout dans ce temps-là, les oméga 3 ont fait l'objet d'études incroyables pour leur démonstration de la prévention des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est vraiment fascinant. D'ailleurs, il y a au moins 2 médicaments sous prescription qui sont des oméga 3. Personnellement, je regarde ces médicaments-là et leur composition et je ne les trouve pas si extraordinaires que ça. C'est souvent des éthylesters, c'est pas nécessairement les meilleurs produits sur le marché, mais pour que les pharma s'y intéressent et les mettent sur le marché et les médecins les prescrivent, c'est parce qu'il y a beaucoup de littérature et c'est Mhm. particulièrement en cardiovasculaire. Donc, les oméga 3, malheureusement, en Amérique du Nord, notre index oméga 3, là, on est capable de mesurer dans nos globules rouges le pourcentage de gras qu'il y a dans nos membranes, si c'est des oméga 3, des oméga 6 ou d'autres gras. Et pour être optimal, il faut être à 8 jusqu'à 12 à peu près. Là, c'est vraiment ça qu'on veut pour avoir des membranes de nos cellules de qualité. Et notre moyenne au Canada, c'est 4 à peu près. Donc, on Donc, est tous la en déficit tout finalement. le monde, ou presque, là, est en Mhm. déficit d'oméga 3. Et ce qu'on a constaté dans les études, c'est que même si on consomme du poisson 3 fois par semaine, du poisson gras qui en Ça fonctionne contient, pas, ça ça ne fonctionne. réussit pas à nous monter à 8, 10, 12 %. Donc, les oméga 3, c'est vraiment très important. Et des dosages là, de 2, 3, 4 000 milligrammes par jour. Donc, on veut vraiment en prendre pas mal pour OK. monter cet indice-là. Il y a toutes sortes de qualités sur le marché. Informez-vous, des gens comme chez Avril vont être en mesure de vous
indiquer les meilleures formules au Mhm. niveau qualité-prix parce qu'il y a toutes sortes de produits, mais une Exact. belle combinaison d'oméga 3, ça, c'est capital. Les antioxydants, j'en ai parlé tantôt, mais tous les antioxydants, de la vitamine C au pépins de raisin, en passant par la vitamine E, le sélénium, il y a beaucoup, beaucoup de produits sur le marché, la quercétine, des trucs comme ça qui ont des propriétés antioxydantes. Ben, tous les antioxydants peuvent avoir un bénéfice sur la maladie cardiovasculaire parce que ça aide notre fameux endothélium, hein, les cellules des vaisseaux sanguins, à faire leur travail correctement. Donc, la diète méditerranéenne, on en a parlé tantôt, c'est ça, Ouais. c'est riche en Mhm. antioxydants, mais parfois, on a besoin d'un petit surplus. Donc, il y a des belles combinaisons, il y a des produits en poudre, il y a des produits en capsule qui peuvent, un certain temps, aider à améliorer ça. Et un de ces antioxydants-là ou de ces molécules-là, souvent qu'on néglige, c'est le coenzyme Q10. Peut-être que, bon, il y en a qui en ont déjà entendu parler, mais en vieillissant, c'est une molécule qui diminue, puis dans nos cellules, on en a besoin pour produire de l'énergie. Et c'est vraiment très important pour la santé du cœur, nos capacités cardiovasculaires. Fait que ça, parfois, en vieillissant, ça peut être une bonne idée d'aller chercher un supplément de coenzyme Q10. Ouais. Euh, la vitamine D, clairement, beaucoup de gens en manquent, surtout à l'hémisphère nord. Fait que 2, 3, 4 000 unités de vitamine D par jour l'hiver, je m'excuse, c'est vraiment très, très important. Et je vous ai dit, la vitamine D a un rôle à jouer sur notre immunité, mais beaucoup sur d'utiliser le calcium aux bons endroits pour éviter la formation de la plaque, Et comme je plaques, disais tantôt, exactement. pour faire un tour. Donc, Ouais. vitamine D, Puis la formule, magnésium. la Oui. formule D3 qui est la mieux absorbée Oui, aussi, oui, hein, je oui, oui, pense. oui, Exactement. exactement. De toute façon, maintenant, c'est souvent la vitamine C'est D3 celle-là. qu'on trouve sur le Mhm. marché. C'est assez rare qu'on va avoir de la D2. Parfait. Il existe même de la D3 végétalienne pour les gens, mettons, qui veulent l'avoir maintenant, mais Mhm. c'est pas cher de la vitamine D. Vous pouvez acheter ça en liquide, en gouttes. Vous en prenez une goutte, c'est 1000 unités. Vous en prenez 3 gouttes Mais par jour. ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très simple. Mhm. Et parmi les minéraux les plus importants, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est un peu la même chose que la vitamine D. Malheureusement, dans notre alimentation, on en a de moins en moins. Nos sols ne sont pas engraissés comme avant. On utilise des engrais chimiques beaucoup. Puis même dans le bio, malheureusement, on n'a pas toujours la quantité de magnésium qu'on avait dans nos aliments il y a 50 ou 100 ans. Donc, moi, je recommande souvent du magnésium à la majorité de mes clients, tout simplement parce que c'est vraiment l'antagoniste du calcium, hein. La contraction, c'est calcium, le magnésium, c'est le relâchement. Imaginez-le comme ça, Mhm. puis vous allez bien comprendre. Tu sais, quand on a des crampes nocturnes la nuit, c'est souvent le magnésium. Donc, le magnésium va beaucoup participer à l'élasticité, à la capacité de nos vaisseaux sanguins à faire le travail qu'ils ont à faire. Fait que ça, c'est vraiment très important. Évidemment, on pourrait parler de plein de choses. Le microbiote joue un rôle important dans la santé générale cardiovasculaire, donc un bon probiotique. Donc, il y a des choses comme Ouais. ça, ce que j'appelle les essentiels, Mhm. vitamines et minéraux et acides gras, qu'on n'est pas capable de fabriquer nous-mêmes, qu'il faut absolument prendre dans notre alimentation. Et malheureusement, notre alimentation n'est pas toujours optimale en termes de quantité. Après un certain nombre d'années, même, des fois, il faut aller un peu plus loin au niveau des suppléments. Puis, en quelques mots seulement, puis on va pouvoir élaborer Oui, davantage dans l'article oui. web qu'on va publier là, au courant des prochains jours. Mais rapidement, en cas de cholestérol, est-ce qu'il y a des suppléments que tu conseilles? De plus en plus, on voit par exemple des stérols de plantes. On va voir certains produits. Un produit que je recommande à l'occasion qui s'appelle le Cholecefix, qui est un petit peu de levure de riz rouge, qui a une action un peu comme les statines, mais beaucoup moins important, dans lequel on a de la vitamine B3. Donc, il y a des produits sur le marché qui vont s'adresser directement à quelqu'un, par Parfait. exemple, qui fait de l'hypercholestérolémie. Puis bon, il y a d'autres produits plus spécifiques pour l'hypertension artérielle, par exemple, ou même le taux de sucre sanguin, hein. Il y a des Mhm. plantes qui vont aider à gérer le taux de sucre sanguin dans le corps et qui vont permettre de limiter les dégâts des facteurs de risque qu'on a nommés au début, un peu plus pointus, si on veut, là. Ouais, ouais. Donc, finalement, c'est de s'adresser à un conseiller de produits de santé naturelle pour obtenir l'information quand on a un cas spécifique, puis on souhaite avoir un petit coup de pouce supplémentaire. Et là, la fameuse période de questions, j'en ai quelques-unes devant moi, on s'y Good. attaque.
OK? Si j'ai pas un gros budget alloué aux produits de santé naturelle pour vraiment me procurer tous ceux dont on a parlé, est-ce qu'il y en a que tu prioriserais davantage? Ben, les oméga 3 sont rarement mélangé avec d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est comme un peu mon numéro un. Donc, on va essayer de se trouver ça. Sinon, après, on peut trouver une bonne multivitamine et minéraux, parfois, qui va contenir notre vitamine D, notre magnésium et d'autres vitamines, avec même des fois des antioxydants. Donc, on peut aller chercher quelque chose d'un peu plus complet dans un seul Mhm. produit. Ça arrive. Si on a déjà des problèmes cardiovasculaires, on a déjà fait un infarctus ou on a déjà une hypertension, un prédiabète ou même un diabète ou une problématique connue, hypercholestérolémie ou un truc comme ça, ben là, il faut vraiment essayer d'aller un peu plus pointu avec un Exact. supplément qui s'adresse un peu plus à la situation. Je dirais que ce qui est le plus économique, c'est sûr que c'est la prévention. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger, s'assurer qu'on dort correctement avec Mhm. la bonne hygiène là, tu sais, de sommeil et faire un peu d'exercice, manger mieux. Tu sais, tout ça, Ouais. c'est à Tout la ça est à portée de tout portée, le finalement. monde, effectivement. On n'a Exactement. pas besoin d'un gros budget, mais effectivement, il y a quelques-uns, là, des suppléments, magnésium, oméga 3 puis quelques bonnes vitamines qui sont Qui contribuent souhaitables, là. grandement, je Ouais, ouais, comprends. particulièrement. Ouais. Est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires que les Ben, hommes? plus ou moins, en fait, la réalité, c'est que la plupart des hommes, je vous dirais, jeunes, ont plus de risques que les femmes. Il y a quelques conditions, parfois dans la littérature, on en a parlé hors d'onde, mais par exemple, des problèmes hormonaux, si on prend certains médicaments, certains anovulants qui sont peut-être pas bien équilibrés au niveau hormonal, qui peuvent augmenter légèrement certains facteurs de risque chez la femme. Mais de façon générale, l'homme est plus à risque que la femme. Et une des raisons principales pour ça, c'est que la femme renouvelle ses globules rouges plus régulièrement que les hommes parce qu'avec les règles chaque mois, je parle des femmes entre 15 et 50 ans, mettons, et ça, la flexibilité des globules rouges est parmi les facteurs d'amélioration du pronostic cardiovasculaire. Puis on voit à la ménopause, avec la baisse de certaines hormones et l'arrêt des règles, les femmes arrivent au même niveau que les hommes en termes de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, de façon générale, c'est plutôt les hommes que les femmes, sauf dans quelques exceptions. Mhm. Une autre question qui nous a été posée, si j'ai les artères bouchées, notamment à cause du cholestérol, est-ce que le simple fait de changer mon alimentation peut aider mon corps à nettoyer naturellement mes artères? En fait, c'est difficile une fois que la plaque est installée, que le score calcique est élevé, de renverser cette situation-là. Il faut juste limiter que ça évolue encore plus. Si vous êtes au point où c'est vraiment bouché, puis comprenons-nous bien, là, on a parlé de cholestérol dans la question, mais ce n'est pas le cholestérol qui bouche les artères, c'est la formation de cette plaque-là. Puis ça, c'est Mhm. un processus biologique qui est long, là, puis c'est l'oxydation des lipides, le calcium s'en mêle, il y a des cellules inflammatoires qui arrivent, des macrophages, etc. Donc, c'est tout un processus. Mais une fois que c'est bâti, c'est très difficile d'aller en arrière. On veut juste arrêter, stabiliser ces plaques-là, puis les empêcher de se détacher puis d'aller boucher un artère un peu plus loin. Et les habitudes de vie et certains suppléments peuvent aider à faire ça. Il y a peu de littérature ou d'études qui montrent qu'on est capable de renverser cette situation-là, mais beaucoup de travaux qui montrent qu'on peut arrêter la Mhm. progression de cette formation de plaque-là. Évidemment, il y a des interventions médicales, des chirurgies Ouais, qui peuvent faire en sorte qu'on rouvre l'artère qui était bouchée. Ce qui est important, c'est de faire les modifications après cet événement-là de pour éviter continuer, qu'elle se exactement. rebouche. Parce que la réalité, là, c'est que les cardiologues, ils voient arriver les mêmes personnes à tous les 2 ans parce qu'ils ne changent pas leurs habitudes de vie, puis ils sont obligés de les redéboucher ou faire autre intervention. Donc, une fois Ouais. qu'on sait qu'on a un problème puis qu'on a eu une chirurgie, c'est là que c'est encore plus important. Tu sais, c'est bon de prévenir toute notre vie, mais à ce moment-là, les changements deviennent beaucoup plus importants. Bon Dieu, ouais, tout à fait. Puis la formation de ces plaques-là commence à quel âge?
Écoutez, on a des études qui ont montré que chez des jeunes de 20 ans qui ont des accidents, par exemple, et qui décèdent pas par maladie cardiovasculaire, mais accidentellement, et chez lesquels on fait des autopsies, on peut voir de la plaque qui est déjà formée. Donc, ça commence assez jeune. Quand on est tout petit, le fameux ApoB que je vous ai parlé tantôt, vous en rappelez peut-être pas, mais il est très, très bas. En vieillissant, ça commence à augmenter. Donc, on pense que la formation de la plaque et l'athérosclérose, qu'on appelle, c'est un processus évolutif tout au long de notre vie. Ce qu'on veut, c'est pas mourir de ça. Donc, il y en a tout au long de notre vie, plus ou moins rapidement, dépendamment de votre style de vie, si vous bougez beaucoup, tout ce qu'on a parlé tout le long de la Mhm. formation. Mais on peut voir que c'est déjà en processus dès notre jeune âge. Donc, la prévention, il ne faut pas commencer à faire ça à 50 ans. Il faut Oui. vraiment s'assurer qu'on garde nos artères, nos vaisseaux sanguins en bonne santé, notre cœur en bonne santé tout le temps, tout le long de notre vie. Puis plus on commence jeune, à prévenir puis à faire ce qu'il faut, ben moins on a de risques, évidemment. Puis la plupart des gens, en fait, qui font ce qu'on vient de discuter, n'auront jamais ce problématique-là parce que Mhm. on le sait, nos ancêtres plus lointains n'en avaient pas de problème cardiovasculaire parce qu'ils étaient très actifs, ils dormaient normalement, ils mangeaient des vrais aliments et Ouais. leur gestion du stress n'était pas la même que dans notre société de fous, là. Ouais, c'est une idée sur notre capital santé, finalement. Mhm. Puis, possiblement une dernière question. Avec les produits de santé naturelle, est-ce que c'est possible d'avoir de bons résultats, même si à la base, je fais du cholestérol ou déjà de l'hypertension? Absolument. Je l'ai mentionné, mais à partir du moment où vous avez un cholestérol élevé, maintenant, il faut mesurer quel genre de cholestérol, puis quel genre de transporteur, puis la quantité, puis tout ça, un peu ce que j'ai expliqué tantôt, les camions, les petits scooters. Mais si on a vraiment un ApoB qui est élevé, il y a un risque. Le cholestérol, c'est essentiel à la vie. En soi, c'est pas risqué. Mais si les scooters qui les transportent, ils font des accidents, puis qui rentrent en dessous de la paroi, puis commencent à former de la plaque, bien, clairement, on va avoir des problèmes. Donc, on veut éviter l'oxydation de ce cholestérol-là. On veut diminuer la quantité de scooters, comme je disais tantôt. Donc, oui, il y a des produits de santé naturelle qui peuvent avoir un impact important. Les stérols de plantes, la vitamine B3, j'en ai nommé quelques-uns, la levure de riz rouge, le gugulipide. Il y a des choses qui ont démontré, polycosanol, qui ont démontré une efficacité quand on a un taux de cholestérol élevé ou du moins des ApoB élevés, on peut avoir une action là-dessus. L'hypertension, c'est la même chose. La plupart des antioxydants sur le marché vont avoir un impact sur l'hypertension parce qu'ils vont améliorer la qualité des fameuses cellules de l'endothélium vasculaire. Donc, oui, l'alimentation au sommeil, comme on a parlé, mais il y a des suppléments qui réussissent vraiment à améliorer ces paramètres-là. Euh, Parfois même aussi bien que certains médicaments. Donc, c'est vraiment de bien OK. s'informer Mhm. et de s'assurer qu'on a ce qu'il nous faut, puis un bon conseiller qui peut nous guider de ce côté-là. Ouais. Mhm. Tout à fait. Merci beaucoup, Dino, pour la générosité. Merci de nous avoir partagé ton savoir. C'est un réel bonheur à chaque fois. C'est Puis, gentil. je tiens à vous rassurer, il y a tout plein de questions qu'on a reçues. On n'a malheureusement pas eu le temps de répondre à toutes celles-là. Par contre, au cours des prochains jours, Dino va le faire sur l'événement Facebook du webinaire qu'on a épinglé sur notre page Facebook. Donc, au cours des prochains jours, simplement cliquez sur l'événement Facebook, puis vous allez voir les réponses de Dino à l'ensemble de vos questions. Puis, je tiens également à préciser que le webinaire sera partagé autant sur notre chaîne YouTube que notre page Facebook au courant de la journée. Donc, si vous souhaitez le revisionner ou le partager encore à quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à le faire. Puis, merci beaucoup, Dino, encore une fois. Puis, on le mentionne, il y a des conseillers en produits de santé naturelle qui sont sur le plancher pour vous aider et pour répondre à vos questions à la longueur d'année chez Avril. Et c'est vraiment avec plaisir qu'ils vont le faire. Merci beaucoup, Dino, pour ta présence avec nous aujourd'hui Merci et Virginie, merci c'est gentil. beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Bonne journée.